Lors de cette soirée à Lyon, nous avons assisté à un dialogue entre un orateur et des jeunes intéressés par l'art et la science. L'orateur a commencé par souligner que l'art et la science sont deux domaines distincts mais qu'un dialogue est possible entre eux. Il a également abordé le sujet de l'atome, expliquant que l'atome découvert par les physiciens ne correspond pas à l'image que les Grecs avaient imaginée. Malgré cela, il a souligné l'importance de l'image que les Grecs avaient créée, car c'est grâce à cette image originelle que les débats ont émergé et ont finalement conduit à la découverte expérimentale de l'atome. Ensuite, l'orateur a évoqué la phrase de Roland Barthes selon laquelle l'image est plus impérative que l'écriture, ce qui contredit l'expérience des jeunes de l'audience. Il a souligné que, dans de nombreux cas, les images de science présentent une signification qui est contredite par l'analyse scientifique. En illustrant son propos, il a pris l'exemple de la chambre à bulles, un détecteur de particules inventé par Donald Glaser. Il a expliqué que l'utilisation de la chambre à bulles permet de visualiser les particules, mais que cette visualisation nécessite une interprétation scientifique pour comprendre réellement ce qui est montré. En conclusion, l'orateur a remis en question l'image de l'atome et a souligné l'importance d'une analyse scientifique approfondie des images de science. Il est expliqué le fonctionnement d'une chambre à bulles, un détecteur utilisé en physique des particules. Les particules chargées traversant la chambre laissent une trace sous forme de bulle. Cependant, l'interprétation de ces traces comme étant des corpuscules matériels ne correspond pas à la réalité. En réalité, les particules doivent être représentées comme des ondes pour comprendre le phénomène observé. Ainsi, cette expérience nous montre que les particules ne sont pas simplement des corpuscules, mais quelque chose de plus complexe. Il est donc important de se méfier des images qui peuvent parfois tromper notre interprétation. Cette compréhension remet en question notre conception de la matière et souligne l'importance de la physique moderne qui explique le réel à travers des lois qui peuvent même contredire nos observations. Par exemple, la loi de Galilée sur la chute des corps est contraire à l'observation initiale que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, mais des démonstrations montrent que cela est impossible. Ainsi, la physique moderne se base sur l'idée que l'impossible permet d'expliquer le réel. La contradiction selon laquelle la boule de pétanque tombe à la même vitesse que la balle de tennis, contrairement à ce que l'on observe, remet en question la première loi physique. Cela suggère que les lois physiques sont invisibles et ne peuvent pas être directement observées. Ainsi, il faut les chercher. Une manière d'y accéder est de mener des expériences de pensée, comme l'a fait Galilée, pour tester la cohérence et la consistance d'une théorie. Einstein a également utilisé cette méthode dès son plus jeune âge. Il a imaginé des situations qui ne peuvent pas être réalisées expérimentalement pour évaluer si elles étaient logiques ou non. Par exemple, il a réfléchi à la vitesse de la lumière émise par la lumière elle-même, ce qui a suscité des questionnements sur la théorie de l'électromagnétisme. L'expérience de pensée permet donc de mettre en évidence les limites et les contradictions des observations, contribuant ainsi à la découverte des lois physiques qui ne sont pas directement perceptibles. Albert Einstein a révolutionné la physique en proposant la théorie de la relativité restreinte en 1905. Cette théorie affirme que la vitesse de la lumière est un absolu et ne dépend ni de la vitesse de la source qui l'émet ni de la vitesse de l'observateur qui la mesure. Einstein a également pratiqué des expériences de pensée, qui lui ont permis de faire des découvertes importantes, comme le principe d'équivalence en 1907. Ce principe l'a conduit à développer la théorie de la relativité générale en 1915, qui a été confirmée par les observations des zones gravitationnelles. Ces expériences de pensée ont été cruciales dans les avancées de la physique et ont démontré que les lois qui régissent la matière ne sont pas les mêmes à toutes les échelles, contrairement à ce que l'on pense généralement. La conservation de la matière à notre échelle macroscopique ne se vérifie pas à l'échelle microscopique, comme le montre l'exemple des collisions de particules au LHC à Genève. Les particules incidents se cassent lors des collisions dans les machines appelées colliseurs de particules. Les particules que l'on observe après la collision ne préexistaient pas, elles sont créées lors de la collision. De plus, la masse totale des particules détectées est beaucoup plus grande que la masse des particules incidents, ce qui signifie que de la matière a été créée lors de la collision. A est en accord avec la formule d'Einstein égale mc, qui montre que l'énergie des particules incidents se transforme en particules de matière. Cela remet en question l'idée que la masse est une propriété constante d'un objet, car elle dépend de l'énergie totale de la particule selon sa vitesse. Einstein montre que l'inertie, qui mesure la difficulté à modifier le mouvement d'un objet, augmente avec la vitesse de la particule.
Il existe une vitesse limite, celle de la lumière, que les particules ne peuvent pas dépasser. La découverte du boson de Higgs en 2012 confirme certaines théories de la physique quantique établies en 1964, qui utilisent des groupes de symétrie pour décrire les interactions fondamentales. Chaque interaction est associée à un groupe de symétrie dans une théorie de jauge. Le travail réalisé a permis d'obtenir de bons résultats grâce au modèle standard qui permet d'expliquer les phénomènes observés dans les collisions. Cependant, certains chercheurs ont remis en question les équations du modèle standard et ont conclu que si elles étaient correctes, alors toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. Or, les mesures expérimentales contredisent cette hypothèse. 3 physiciens ont alors proposé une nouvelle théorie selon laquelle la masse des particules ne serait pas intrinsèque à elles-mêmes, mais résulterait de leur interaction avec un champ quantique présent partout dans le vide. Ce champ donnerait une masse apparente aux particules, en fonction de l'intensité de leur interaction avec lui. Ainsi, les particules bien fartées glisseraient sans frottement sur ce champ et auraient une masse nulle, tandis que celles moins bien fartées glisseraient avec des frottements et auraient une masse non nulle. Cette théorie remet en question notre conception de la masse et de la matière, en proposant une dissociation entre les deux notions. La conférence aborde le sujet de l'interprétation de la masse des particules dans le cadre de la physique quantique. Il est expliqué que la masse est en réalité une mesure de la mauvaise qualité du partage de l'énergie des particules. Cette interprétation a été confirmée par la découverte des particules virtuelles en 2012, ce qui remet en question les manuels scolaires et nécessiterait une révision de la façon dont on enseigne la masse. Il est également expliqué que le vide n'est pas vide, mais qu'il contient un champ quantique associé à des particules virtuelles. Ces particules peuvent devenir réelles si elles reçoivent suffisamment d'énergie, comme cela se produit lors des collisions au LHC. Ainsi, le LHC ne voyage pas dans le passé, mais permet de recréer les conditions physiques de l'univers primordial. Il est souligné que la détection du boson de Higgs a été une avancée majeure, mais que les premiers à publier cette théorie étaient les Belges François Englert et Robert Broux, suivis d'un mois par Peter Higgs. Le terme boson de Higgs est d'ailleurs contesté par Englert. Il préférerait que l'on parle de boson scalaire. En réponse à une question sur l'origine de l'univers, le conférencier indique qu'il ne traitera pas ce sujet ce soir, mais comprend de quoi il s'agit. Dans cette intervention, l'auteur soulève la question de l'origine de l'univers et critique les discours qui prétendent expliquer son origine. Il souligne la contradiction qui existe entre l'idée d'une origine et l'idée que quelque chose a toujours existé. Il dénonce également le fait que les termes néant, vide et rien soient souvent utilisés de manière interchangeable et propose un exercice pour illustrer cette confusion. Ensuite, l'auteur aborde la question des anagrammes et explique qu'ils existent dans toutes les langues alphabétiques. Il mentionne également les anagrammes numériques en anglais, mais déplore le fait qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière en français. Il souligne la difficulté de vendre un best-seller basé sur des anagrammes en français à l'étranger. L'auteur réagit à la question sur la somme des nombres entiers de 1 à l'infini, qui donne apparemment 12. Il reconnaît la complexité et la perplexité que cette notion d'infini peut engendrer en mathématiques et en physique, notamment dans le domaine de la physique quantique. En conclusion, l'auteur soulève des questions philosophiques et scientifiques complexes liées à l'origine de l'univers, à la nature du néant et de l'infini, ainsi qu'à la confusion entre les termes néant, vide et rien. La géométrie non commutative pourrait permettre de démontrer l'existence du boson de Higgs et le lien entre ce boson et la gravitation. Cependant, les calculs initiaux de la masse de boson Higgs n'étaient pas corrects, mais ont été corrigés ultérieurement. La géométrie non commutative est liée aux anagrammes, car elle repose sur des opérateurs qui ne commutent pas, tout comme les positions des lettres dans un mot lorsqu'on les utilise pour former des anagrammes. Par ailleurs, la non-commutativité est également un concept important en physique quantique. Alain Kohn a expliqué comment le boson de Higgs peut donner une masse aux particules élémentaires et leur donner un temps propre, ce qui rejoint l'idée de l'horloge des anges. La découverte d'une nouvelle particule dans le domaine de l'infiniment petit représente un changement dans notre compréhension du monde physique, mais il est important de confirmer ces découvertes par l'accumulation de données expérimentales. Des scientifiques ont découvert une nouvelle particule de masse 750 GeV qui se désintègre en 2 photons. Il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit d'une nouvelle particule, car cela pourrait être une fluctuation ou une particule prédite par le modèle standard. Il faudra effectuer davantage d'analyses pour en être certain. Le physicien a du mal à représenter cette réalité en 3 ou 4 dimensions, et cela dépend de son domaine de recherche.
La physique quantique remet en question toutes les représentations des objets quantiques, car elles sont souvent erronées. Le temps des physiciens diffère du temps biologique, car il englobe différentes temporalités spécifiques aux différents domaines. Les équations de la physique permettent de prédire de nouvelles particules, mais il reste à comprendre ce que le temps serait s'il pouvait être exprimé par des équations. Le temps newtonien, par exemple, est considéré comme constant, mais les équations de la physique pourraient donner une perspective différente sur le temps. Les équations physiques enseignées à l'école ne dépendent pas du temps, contrairement au langage quotidien qui confond temps et changement. Newton affirme que le temps est le seul élément immuable de l'univers, qui ne change pas au fil du temps. La représentation du temps dans les équations contredit donc notre discours commun sur le temps. On se demande pourquoi Newton a choisi de nommer la variable t temps alors qu'elle ne ressemble pas au concept de temps tel qu'on le pense. Nous ne savons pas pourquoi il a fait ce choix sémantique. En sciences humaines, on s'intéressait autrefois aux représentations, mais ce thème est-il encore d'actualité? Nous avons une représentation du monde qui nous entoure, et cela conditionne notre vision et notre accès au monde. Cependant, il est difficile de créer une représentation adéquate de tout ce que nous savons. En physique, il y a une schizophrénie entre la physique classique et la physique quantique, qui ont des descriptions contradictoires de l'espace-temps. De plus, notre intellect est capable de fonctionner même lorsque notre intuition est confondue. La physique théorique permet de découvrir des éléments de réalité que nous ne percevons pas directement. Cependant, il est difficile de comprendre ou de se représenter concrètement ces choses qui existent. Les physiciens ont différentes représentations du monde, certains voient tout comme des champs, d'autres voient des objets avec des propriétés définies. Cependant, il est incertain que nous soyons capables de penser de manière adéquate. Par exemple, un physicien des particules peut considérer son corps comme un sac contenant des quarks et des leptons, mais cela ne justifie pas pourquoi ce sac est identique à un autre et pourquoi il tombe amoureux d'une personne spécifique. Il est donc difficile de comprendre comment des sacs identiques peuvent manifester des propriétés qui les distinguent. En réalité, aucun physicien ne se considère réellement comme un sac de quarks et de leptons, même si c'est ce que les équations disent.